Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes de retour, on vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Ça va Philippe? Ça va très bien, Cécile et vous? Vous rigolez. Mais je sais pas, c'est les vraies voix qui me font rire. De voir un rire avant même l'esprit. Non mais c'est vos regards qui me font rire. D'accord. Vous êtes gay, Oui. comme un pinson. Ah bah absolument. Oh, De bah. Philippe David, l'élégant badinage, Oui, comme c'est disait ça. Clément Marot. Enfin, c'est un gros. Et nous sommes nés dans la même ville avec Clément Marot. Ah bon? À Cahors, oui. Et, oui. Bravo Philippe. Oui, dis bravo. donc. Au sommaire de cette émission, on y va? C'est Allez, parti. au sommaire de cette émission, faut-il rétablir le service militaire? Lors de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre a donc proposé la création d'un nouveau service militaire d'une durée de 6 mois sur la base de volontariat. Cette proposition permettrait d'augmenter l'offre d'engagement de l'armée, c'est ce qu'il dit en tout cas. 10 000 jeunes pourraient être concernés chaque année, Philippe. Oui, 10 000 jeunes volontaires qui formeraient des bataillons de volontaires du territoire national et qui seraient implantés à proximité des grandes villes considérées désormais comme des déserts militaires. À l'issue de ces 6 mois, on pourrait choisir de devenir réserviste ou de revenir à la vie d'avant. Alors est-ce que vous avez envie de ce retour du service militaire uniquement pour les volontaires et non plus pour 1 an comme avant, mais pour 6 mois? Ou est-ce que pour vous, le service militaire, c'est l'armée de papa? Vous rêveriez de servir sous les ordres de la colonelle de Ménibus? Ou vous tremblez déjà rien que d'y penser? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 ou de la colonelle Lévy aussi. Lieutenant-colonel. On l'appelle Lévy. ma colonelle. Non, on dit colonel. Colonel. Oui, mais moi, c'est ma colonelle. Ah, c'est à moi. Dans tous les cas de figure, le 0826 300 300. Alors je vais peut-être vous étonner, et ben vous dites oui pour un retour du service militaire à 61%. On en parlera de toute façon, et à 18h30, le coup de projecteur, loi sur le partage de la valeur, est-ce un tournant social pour le gouvernement? Fruit d'un accord entre les syndicats et le patronat, le gouvernement a donc présenté aujourd'hui au Conseil des ministres le projet de loi sur ce partage de valeur dans les entreprises, un programme qui a pour objectif d'étendre les dispositifs d'intéressement, de participation et de primes aux TPE, ce qu'on appelle les très petites entreprises, Philippe. Oui, et sous plusieurs conditions. 1, que la société fasse des profits et un bénéfice net égal à au moins 1% de son chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives, ce qui ne fait pas beaucoup, 1% de résultat pour une entreprise globalement. Selon les estimations du gouvernement, plus d'1,5 million d'employés des TPE-PME devraient en bénéficier à compter de janvier 2025. Est-ce que pour vous, c'est un virage social du gouvernement? Est-ce qu'après s'être mis les syndicats à dos, Emmanuel Macron et le gouvernement ont envie de se rabibocher avec eux par le biais de cette loi? Est-ce que pour vous, c'est une loi qui ne sert à rien? Est-ce que vous soutenez cette loi? Dans tous les cas de figure, le numéro de téléphone est le même, le 0826 300 300. Et la question, est-ce que c'est un tournant social pour le gouvernement? C'est un non à 75%. Voilà, c'est réglé. On en parle jusqu'à 19h avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et elles sont là, nos belles et vraies voix. Philippe Bilger, comment ça va, mon Philippe? Très bien, ma Cécile et mon cher Philippe. Vous avez de la chance de nous avoir, vous savez. Ah oui, Mais oui, vous avez de la chance de nous avoir. Absolument. comme chantait Ferrat, que seriez-vous sans nous? Et est-ce que quelqu'un pourrait me passer la rhubarbe, s'il vous C'est plaît? ça. Eh ben, faute de rhubarbe, je vais vous passer la parole, Elisabeth Lévy. Bonjour, directrice de la rédaction de Causeur. Comment ça va? Mais Ça va? Ouais, vous avez de la êtes chance de nous printanière, avoir. Non mais à tous, vous avez de la Ah oui. chance de nous avoir. Oui, vous aussi. Hein. Ah bah Oui, oui, non, évidemment. Moi, je célèbre ce privilège chaque jour. Ah oui, bah, très bien. J'ai l'impression c'est que bien dit. Non mais ils se foutent un peu de... Voilà. Je devrais pas. Je peux revenir. Attendez, on va retenter avec Olivier d'Artigol. Oui. Olivier Bonjour. d'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour. Oui, vous avez de la chance de nous avoir. Oui. Oui. Et Eh ben, c'était donc sur Ferrat, c'était que serais-je sans toi? Oui. Oh, bah, on Qui se- va à ma rencontre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Oui, c'est beau. C'est magnifique. Oui, Ah c'est oui, beau. que c'est beau. Ah bah ça donne envie de pleurer. Je préfère l'Aragon poète au précédent. Oui. C'est ça. Et nous partons Pardon, mon cher Olivier. à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes avec Jean-Noël qui est avec nous. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, encore Elisabeth, Olivier et encore Philippe. Bonsoir à tous, à tous les auditeurs. Ils sont talentueux. Hein. Ils savent accueillir les gens de la Côte d'Azur. Hein. Quelle politesse. C'est rare. Toujours. Jean-Noël, vous faites quoi dans la vie? Je suis chef d'entreprise. Ah, magnifique. Dans Eh ben, l'hébergement à Cannes. Ah, Et très bien. entre autres pour le Festival du film.
2023, on fait beaucoup d'hébergements pour ce noble et grand congrès qui se passe à Cannes. Vous êtes propriétaire pas... de Majestic ? Non. Parce que ça nous arrange. Non, Et, non. Vous connaissez un certain René Chiche. c'est ce que je pense. Il y a encore de la place ou pas? Vous avez le 06 Harrison Ford. Les relous, en fait. Attendez, Jean-Noël, vous savez quoi? On va vous faire une liste. Ouais. Si vous pouviez Oui. nous aider. Il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, Y a vous pas allez de problème. devoir, vous resterez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour et vous allez devoir jouer contre l'un de nos, j'allais dire candidats, mais c'est presque des candidats, Ah oui. l'une de nos vraies voix tout à l'heure pour le quiz de l'actu. En attendant, Qui c'est qui l'a dit? écoutez ce passage, ce son. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Est-ce que ça vous dit, quelque chose? Persona qui parle anglais. Absolument. C'est ça ? Souvenez-vous de cette phrase C'était ça ? en Quand français. les mouettes suivent le chalutier, C'est ça, c'est oui. parce qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. C'était au tribunal de Londres, après qu'il ait mis un coup de kung-fu à un supporter, je ne peux même pas dire un supporter, de Crystal Palace, Je qu'il me avait souviens. traité de bip de français, retourne dans ton pays, etc. Et On qu'il lui parle avait mis un coup de d'Éric pied. Cantona, parce Et qu'on l'a c'est pas dit, Éric Cantona qui fête ses 57 ans aujourd'hui. Et c'était quand même un sacré joueur. Oui, Joli ça- Ah bah, c'était un formidable joueur. J'ai eu très peur parce que j'ai vu rôder Jacques Pessis dans les couloirs. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort. Non, mais heureusement. Cantona, non. c'est un sacré caractère. Ouais. Quelqu'un d'insupportable, mais un footballeur génial. Politiquement, disons que c'est. Je suis pas sûr que c'est la partie de sa carrière que je préfère, ces prises de position politique. Bon, Par écoutez. contre, il a très bien joué dans un très beau téléfilm qui est passé sur TF1 il y a quelques semaines, Les Colosses au pied d'argile. Et c'était vraiment très bien joué. Et il n'était pas dans le bonheur et dans le pré ? Si, mais ça c'est ancien ça. Mais il a joué dans un pas grave comme feuilleton grotesque, dans un film grotesque où il s'élève contre un chef d'entreprise. J'ai oublié le titre, Ouais. ma chère Cécile, donc je n'en dirai pas plus de mal. Bon, on a fait la bio. Ça y est, c'est fait. Vous avez rhabillé Cantona pour l'hiver. Eh bien, écoutez, très bien. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre ceux qui refusent d'être ministres? Oui, alors. Je sais pas qui accepterait de l'être ici. Ça paraît. C'est pour moi que vous êtes- non, une plaisanterie, mais très souvent, lorsque les citoyens critiquent les politiques, le fond des politiques et les politiques eux-mêmes, on leur oppose assez généralement, oui, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à leur place? Et c'est là où je trouve que nous devrions accepter, sans aucune fausse modestie, parfois de dire que nous ferions mieux que les ministres d'aujourd'hui et d'hier, et qu'au fond, lorsqu'un citoyen dénonce des politiques, il n'a pas à proposer les solutions concrètes qui permettraient de les améliorer. Il a le droit de dire « Attendez que je sois devenu ministre ». Philippe Bilger, garde des Sceaux. Cécile de Minibus, ministre à la Défense. Oui, intérieur. Oui. Toi, avec Philippe Elisabeth. David, Extérieur. alimentation, Extérieur. agriculture. Non, moi je veux l'intérieur aux défenses, là. Bon, la Excusez-moi. défense c'est pris par Cécile. Hein, Non, donc pour vous, j'ai c'est dit moi l'intérieur, la défense. Ah bah la défense. Ah, arrête, pour me taper les zadistes et les intermittents. Et Non. pas à condition féminine, Elisabeth. Oh. Vous Mais seriez est-ce qu'on parfaite. peut dire un mot sur ce qu'a Et dit Olivier Philippe d'Artigol, Oui, mais très affaires sociales. intéressant, blague à part. Allez, écoutez. Mais blague à part, je Blague le à crois. part, d'abord, Raymond Aron disait cela, justement, qui était quand même un grand chroniqueur politique, en plus de toutes sortes d'autres choses. Raymond Aron disait justement que quand on essaye de penser le présent, notamment, il faut essayer d'avoir la capacité de se mettre à la place d'eux. Et sur le papier, bien sûr, par exemple, nous savons qu'il ne fallait pas détruire le nucléaire. En revanche, la partie dont nous ne savons pas si nous l'aurions fait ou pas, c'est il faut négocier avec tout un tas de gens, d'administration, de ceci, de quoi. Et ça, vous pouvez pas dire parce que vous avez la bonne idée que vous auriez su la mettre en œuvre. Je pense qu'il y a quand même une compétence, justement, de l'action dont on ne sait pas si on l'a. Vous l'avez certainement, Philippe, et moi. Non. Moi, j'en suis moins, comment dire, moins sûr Certaine. que, si vous voulez, les citoyens ont toujours une espèce de légitimité à dire comme ça, surtout qu'on le dit à l'emporte-pièce Allez. très souvent. Mais Réponse je en dirais, 20 on secondes. devient ministre en l'étant. Je suis persuadé que
des citoyens seraient très doués comme ministres, mais parce qu'ils découvriraient le réel à ce moment-là, de la même manière qu'on sait quoi écrire en l'écrivant, on devient ministre en l'étant. Olivier d'Artigol, en 10 secondes, ministre. Le mot de la fin. Il faut avoir une vision, une pensée politique et une autorité sous son administration. Quand tu réunis les deux, tu peux peut-être faire bouger la politique. On est tous faits pour être ministre. Et j'en profite pour dire que demain matin, Patrick Roger recevra Yael Braun-Pivet dans le Grand Matin Sud Radio, donc la présidente de l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous. On va numéro 3, si je ne m'abuse, de numéro 2 dans le protocole de l'État. 3. 2, c'est le président du Sénat. Ouais. Vous restez avec nous. On va revenir sur le fait, faut-il rétablir le service militaire suspendu en 1996 sous Chirac? Vous nous répondez oui, non, et surtout vous nous expliquez pourquoi. Et c'est au 0826 300 300. Bienvenue dans Les Vraies Voix, et c'est Sud Radio jusqu'à 19h. Elles sont là avec nous, les vraies voix. Ce soir, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol et vous. 0826 300 300 avec Jean-Noël déjà, qui est notre vraie voix auditeur. Mais vous pouvez commenter, bien entendu, nos sujets, le grand débat. On va expliquer, faut-il rétablir le service militaire? Pour l'instant, vous dites oui, plus de 61%. Continuez de voter et surtout, appelez-nous 0826 300 300. Tout de suite, 3 mots dans l'actu, et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Et vos 3 mots dans l'actu sont psychiatrie, acquittement et soutien. La suspect schizophrène paranoïaque voulait se venger de la psychiatrie depuis plusieurs mois avant de poignarder les soignantes à Reims. Son psychiatre considérait pourtant que les mesures de protection n'étaient plus justifiées. Tariq Ramadan acquitté en Suisse. Pas de preuve de viol contre l'islamologue, estime le tribunal à Genève. La plaignante a quitté la salle d'audience et va faire appel. Et puis une marche de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin. Ce dernier dit regretter la récupération politique de l'extrême gauche et en même temps il reproche à la droite de rester trop discrète sur le sujet. Les vraies voix Sud Radio. Après la minute de silence dans les hôpitaux du pays ce midi, le temps de l'enquête et des premières explications suite à la mort d'une des 2 infirmières poignardées lundi soir au CHU de Reims. Le procureur Mathieu Bourrette a fait le point sur la garde à vue du suspect. Si certains de ses propos ont été totalement incohérents, il reconnaissait avoir volontairement agressé les 2 membres du personnel de santé parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminels, d'assassins ou encore de faux jetons. Le suspect atteint de schizophrénie, de paranoïa, il bénéficiait de soins psychiatriques depuis 1985. Reconnu adulte handicapé, il encourt théoriquement la réclusion à perpétuité, explique aussi le procureur de Reims. L'information judiciaire devra notamment déterminer s'il y a eu des ruptures dans sa prise en charge médicale. L'enquête a mis en évidence une divergence de point de vue entre la mandataire judiciaire et le psychiatre de l'intéressé. La première estimant à plusieurs reprises, entre 2021 et 2023, que depuis au moins décembre 2020, l'intéressé ne prenait plus régulièrement son traitement, tandis que le psychiatre estimait que la situation était stabilisée, que le traitement était pris et que la mesure même de protection ne se justifiait plus. Mathieu Bourrette, procureur de Reims, qui réclame la détention provisoire avec placement rapide en unité hospitalo-carcérale pour le suspect. Philippe C'est Bilger. dramatique. J'ai connu des psychiatres qui, avec une assurance prétendument scientifique, soutenaient qu'il n'y avait plus aucun risque pour l'avenir. Et bien sûr, si on le mettait en cause, il dirait qu'il ne peut pas prévoir. Mais quand on les attaque, quand on les soutient, ils disent que c'est une science, et quand ils se trompent, ils disent que c'est au doigt et à l'intuition mouillée. Hein. Oui. Alors là, vous qui n'aimez pas qu'on dise les magistrats, et vous avez raison, parce que quand on dit les, on commet toujours une erreur. Vous dites les psychiatres, et moi je connais beaucoup de psychiatres qui ne sont pas du tout, c'est pas forcément d'ailleurs ceux qui sont experts auprès des tribunaux, mais au contraire, les psychiatres ont une trouille bleue de cela maintenant, parce que là je vois que tout le monde va tomber sur ces, je crois que c'est une femme, je ne suis pas sûr, mais sur cette malheureuse psychiatre qui a laissé... Je veux dire, un psychiatre, il s'occupe d'abord de son patient. Contrairement à un juge, son métier n'est pas de protéger la société. Et
c'est vraiment, je veux dire, quelque chose, je pense, d'assez difficile de prévoir le passage à l'acte, parce qu'en même temps, il faut aussi faire attention. Je comprends très bien que là, le type avait essayé de poignarder des gens. 4 personnes. Le défaut de surveillance, défaut de surveillance générale des institutions est quand même assez accablant. Mais là, je vois ces haros sur la psychiatre, si vous voulez, et honnêtement, je trouve que se battre avec ces maladies-là, c'est très compliqué parce qu'il n'y a jamais de guérison. Les psychoses, c'est vraiment un état sur lequel on a peu de moyens d'agir. Je ne parle pas de moyens. Donc, je trouve, soyons aussi prudents dans nos accusations. Après, il a un gros dossier quand même en matière d'agression. Je parle pas de... Non, mais le patient a il va peut-être l'avoir aussi, lui. J'ai 2 réactions. D'abord, se féliciter de la clarté, de la précision du propos du procureur. C'est le seul dans la chaîne judiciaire qui peut s'exprimer publiquement à ce stade-là. Et j'ai trouvé que la conférence de presse à 13h30 avait donné des éléments précis par rapport à un certain nombre de questions. Et la deuxième chose, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, du fait du délabrement, pour ne pas dire un autre mot, de la psychiatrie, qui se retrouvent dehors et qui ne devraient pas être là, qui devraient être accompagnés, qui devraient être dans des unités, dont on devrait prendre en charge le mal, la maladie, et ça n'est pas le cas aujourd'hui pour différentes raisons qu'on développera peut-être. Et on poursuit, Philippe. On en vient au deuxième mot, acquittement. La justice suisse estime qu'il n'y avait pas de preuves contre Tariq Ramadan accusé de viol. L'islamologue va même recevoir 151 000 francs suisses d'indemnité de la part du canton de Genève. Le tribunal estime impossible d'établir une intime conviction de culpabilité au regard notamment des messages envoyés juste après les faits par la plaignante, une ancienne admiratrice de Tariq Ramadan. Décision saluée par l'avocate du prédicateur, maître Yael Hayat. Le sentiment très clair que le tribunal n'a pas manqué son rendez-vous avec la justice. Ce verdict n'est ni un coup de tête ni un coup de cœur. C'est un verdict éclairé. C'est un verdict inspiré que de raison. C'est un verdict qui reprend et qui restitue tous les éléments de la procédure. J'espère que ce verdict soulèvera les consciences parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. La vérité est désormais en marche et nous espérons qu'elle ira loin. Le procureur avait requis 3 ans de prison, dont la moitié ferme, contre Tariq Ramadan. À l'énoncé de son acquittement, l'accusé a souri, enlacé par l'une de ses filles, tandis que la plaignante s'est levée pour quitter la salle sans attendre la fin. Choqué de ne pas avoir été entendu, explique maître Robert Assael, son avocat. Il y a une règle fondamentale qui veut que s'il y a un doute raisonnable, ce doute profite au prévenu. Et donc le tribunal, finalement, a retenu ce doute. Nous pensons qu'il s'est trompé et nous allons porter en appel finalement la question, en espérant évidemment que l'autorité d'appel se distancera, ce qu'elle fait régulièrement, du tribunal de première instance. Tariq Ramadan qui a été pour la première fois jugé pour viol, mais en France le parquet aussi réclame un procès d'assises pour des faits similaires, lui en tout cas avance avoir été victime d'un piège. Elisabeth Lévy. 2 choses. D'abord, il faut rappeler que dans les affaires de viol, contrairement, si vous voulez, aux espèces de Yaka Faucon, des féministes, et il faut des preuves. Effectivement, ça c'est encore l'état de droit qu'elles aiment tant par ailleurs. Il faut des preuves pour condamner. Et dans les affaires de viol où ça s'est souvent passé entre 2 personnes, c'est très compliqué. Et je voulais dire aussi que depuis le début, moi j'ai eu un malaise avec cette histoire Tariq Ramadan en France. Parce que je le considère comme un adversaire idéologique, comme quelqu'un dont il faut combattre l'influence, mais je n'aimerais pas qu'on ait monté une affaire, si vous voulez, justement en utilisant des filles, parce que je ne sais pas quelles sont ces pratiques ou ces histoires, et je m'en fiche, et bien si vous voulez, les va-et-vient entre je me plains mais j'y retourne, etc., on risque... J'aimerais pas qu'on ait le même genre d'affaire en Suisse, parce qu'il en ferait une victoire idéologique en France. Je suis pas d'accord avec Elisabeth, mais je n'ai pas jugé cet acquittement, ce relax. La justice suisse a de la tenue, c'est très clair. Même les propos des avocats après, l'argument central, paraît-il, c'est qu'elle a continué à lui envoyer des messages après. Combien j'ai connu d'affaires aux assises où il était clair que les viols avaient été commis et pourtant il y avait ce type de comportement. Mais je ne connais pas suffisamment l'affaire. C'est ce qu'on appelle les phénomènes d'emprise. Un viol peut être commis, mais la personne qui a été victime
de cela peut continuer à rester en contact de celui qui... Et la réquisition était modérée, ça a dû jouer aussi. Oui, mais le doute a bénéficié à l'accusé. Et puis troisième mot, une marche à Saint-Brévin suite à la démission du maire. Et oui, une marche de soutien des élus de gauche converge de tout le pays, d'Olivier Faure à Jean-Luc Mélenchon, en passant par François Ruffin ou encore la maire PS de Nantes, Johanna Roland. Ces partis de gauche entendent soutenir le maire démissionnaire de la commune, devenu le symbole des élus locaux victimes de violences. L'occasion de dénoncer en même temps la menace de l'extrême droite. Le premier concerné, en tout cas Yannick Morez, le maire d'hiver droite démissionnaire, annonce dans un communiqué qu'il va prendre la parole à 18h devant l'hôtel de ville, mais que ni lui ni son équipe municipale ne vont prendre part à cette marche. Alors tout en remerciant les élus qui lui apportent leur soutien, il dit regretter néanmoins la récupération politique, notamment par l'extrême gauche, de cette marche qui se voulait au départ transpartisane. Mais d'un autre côté en même temps, Yannick Morez dit regretter la discrétion de la droite sur cette thématique. Non. Oui, bon, ok. Non, j'en reste à son témoignage de la commission sénatoriale qui était de grande qualité, où il a expliqué par le détail ce qui s'est passé dans sa commune. Il est assez sinueux, ce maire, je trouve. Il démissionne, ensuite il discute, il veut pas être récupéré, il participe pas à la manifestation, mais il attaque la droite. Bon, je sais pas. Écoutez, la situation est compliquée, donc voilà. Dans un instant, le grand débat des vraies voix avec cette question, faut-il rétablir le service militaire, puisqu'il est proposé peut-être un service militaire de 6 mois sous forme de volontariat. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Pour l'instant, vous dites plutôt oui à 61%. Vous attendez 0826 300 300. On en parle avec nos vraies voix dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est content de vous retrouver comme tous les jours de 17h à 19h avec les vraies voix et avec Philippe Bilger qui était avec nous, avec Elisabeth Lévy aussi, Olivier d'Artigol et vous au 0826 300 300 pour commenter. Et tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Où avez-vous fait votre temps? Quel temps? Votre temps de service militaire. Je me rappelle plus l'avoir fait. On pourrait proposer à des jeunes de faire un service militaire qui pourrait durer 6 mois. C'est une main tendue des armées vis-à-vis de cette jeunesse qui le mérite parce qu'elle a beaucoup de ressources. Ça permet d'avoir une mixité sociale. Je pense, pas obligatoire, en fait, avoir le choix. On s'est rendu compte que tous les jeunes qui rentraient là rapidement relevaient la tête. C'est un service militaire qui serait volontaire. J'ai plus envie de me lever le matin, je me sens plus en forme la journée, j'ai repris goût à la vie. Il n'y aurait absolument pas de retour à une obligation. Pour leur donner de la confiance, pour donner de la responsabilité, de la fierté. Et si donc le service militaire était de nouveau à l'ordre du jour, c'est une proposition du chef d'état-major de l'armée de terre à la commission de la défense à l'Assemblée nationale. 6 mois sur base de volontariat. Cette proposition permettrait donc d'augmenter l'offre d'engagement de l'armée, soit 10 000 jeunes pourraient être concernés chaque année, Philippe. 10 000 jeunes volontaires qui formeraient des bataillons de volontaires du territoire national et qui seraient implantés à proximité des déserts militaires, comme il y a des déserts médicaux, puisqu'on a fermé nombre de casernes avec la fin de la conscription dans nombre de villes petites et moyennes. Alors est-ce que pour vous, il faut rétablir le service militaire fût-ce pour 6 mois? C'était quelque part le creuset de la nation après l'école, ou est-ce que pour vous, le service militaire, c'est fini, c'est l'armée de papa? Vous avez des souvenirs de service militaire, vous avez dit tiens, c'est très bien, il faut le remettre. Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour l'instant, sur notre compte Twitter, vous dites oui à 58%. Et on va en parler avec Jean-Marc Marie, général en retraite des troupes de marine. Bonsoir, merci d'être avec nous, général. Bonsoir. Petit tour avec nos colonels locaux. Nos présidents, il y a un nombre de titres ce soir. J'ai scrupule, ma chère Cécile, à émettre un avis devant des personnalités si naturellement militaires. Mais sérieusement, d'abord, je note qu'on cherche désespérément dans une France qui n'a plus de lien pour créer son unité, des moyens de la recréer. Et en ce sens-là, je trouve que cette initiative peut être positive. Deuxième élément, et je termine, à la fois je peux comprendre l'intérêt du volontariat, mais le risque c'est que ce volontariat réunisse des jeunes gens qui, me semble-t-il, à cause de la formation militaire, ne représentent aucun problème. Et donc,
si on ne le rend pas obligatoire, est-ce qu'on va toucher une population qui devrait précisément être régie par les belles vertus de cette formation militaire? Et c'est nul plus long. Malheureusement, je crains que ce soit une fausse bonne idée parce que, si vous voulez, ce n'est pas le service militaire qui va rétablir la France. Malheureusement, je crains que ce soit trop tard. Il y a déjà 2 peuples, si ce n'est plus. Si vous voulez, le face-à-face, côte à côte, bon, vous connaissez cette thématique, mais elle est vraie pour toutes sortes de choses. La France est un festival d'identité minoritaire aujourd'hui dans l'espace public, qui s'ébroue dans l'espace public. Donc, honnêtement, ça, la première chose, je crains que ce soit un peu trop tard. Deuxièmement, si vous voulez, le diable est dans les détails. Il faudrait quand même demander, je vous rappelle que le rôle de l'armée n'est pas de faire l'éducation des jeunes, mais de défendre le territoire. Or, organiser un pourquoi on a arrêté la conscription? Parce que c'était pour l'armée un poids énorme. C'était pas du tout. Et que cette mission, ils ne savent plus, je suis pas sûr qu'ils savent encore la faire. Autant je pense que les vertus des méthodes militaires en éducation sont absolument avérées. Et j'aimerais qu'on les voit un peu plus. Par exemple, d'avoir d'anciens militaires qui vont dans l'éducation nationale, ça, ce serait bien. Autant, si vous voulez, il faut quand même... Il suffit pas d'une voix qui dise dans l'armée, moi je veux demander aux généraux d'active, est-ce que vous voulez aujourd'hui faire la conscription? Je pense qu'il faut quelque chose. Il faut quelque chose qui ne soit pas sur la base du volontariat, sinon ça ne veut rien dire. Mais quelque chose d'obligatoire pour l'ensemble d'une classe d'âge, c'est à peu près 800 000 personnes de mémoire. Pour créer un temps, la durée est à discuter de mixité. 800 000, c'est garçons et filles. Oui, mais pour... oui. Et les plus vraiment 800 000 pour créer un moment de mixité sociale qui malheureusement n'existe plus dans le système scolaire, pour différentes raisons que je ne développe pas ici, permettant à cette jeunesse de faire l'expérience d'un groupe, de faire l'expérience d'une discipline, d'être éveillé au premier secours, d'avoir une formation sur d'autres sujets, pourquoi pas sur l'urgence climatique, pourquoi pas sur sur la manière dont on peut s'engager pour la société. Pour ça, déjà. Malheureusement, le service national, la SAU, n'a pas donné ce qu'il aurait pu donner. Il y avait des services civils. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Unicité, par exemple, quand j'ai été président de mission locale et avec des choses très positives. Et justement, j'en termine là, puisque j'ai vu des choses très positives sur des services civils, je pense qu'il faut creuser l'idée. Ah oui. Général. Alors, moi, je pense plutôt en technicien, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine montre une chose, c'est que les petites armées professionnelles s'effritent, s'usent, et nous nous retrouvons dans la situation qu'a connue l'armée britannique en 1914-1915, lorsque leurs unités professionnelles ont été tuées au front. Ils ont été obligés de faire appel aux volontaires, puis de faire un service national. Or, si on se projette dans un conflit du XXIe siècle, qui a retrouvé finalement des accents de 14-18 pour bien des raisons, puissance de feu, unicité de l'adversaire, ubiquité de la menace, enfin tous ces termes qu'on a entendus sur différentes chaînes, font qu'aujourd'hui, il faut que nous pensions aussi profondeur stratégique d'effectifs. L'effectif à la guerre, le maréchal Turenne disait « Dieu est avec les gros bataillons », est une donnée fondamentale. C'est marrant, on aurait plutôt pensé le contraire avec la guerre technologique, on aurait plutôt pensé que les effectifs étaient moins... Oui, votre projet est beaucoup plus préoccupant. Philippe Béja. Dans le micro, vous pensez que c'est utile ce qu'on prévoit, si je comprends bien votre pensée complexe. Ma pensée, c'est qu'effectivement, on s'est trompé depuis 30 ans ou 40 ans, pensant que la guerre était sortie de notre champ. Donc on a créé des armées de petits effectifs professionnels. C'est pour ça que Jacques Chirac avait suspendu le service militaire, puisqu'il n'est pas aboli, il est suspendu. Et que donc, tout le monde s'est tourné avec joie vers les armées professionnelles, parce que c'est plus facile à commander, c'est plus pratique pour être projeté sur des théâtres d'opération. À former. Oui, et puis c'est plus rentable, puisqu'on forme des gens sur la durée. Mais le problème, c'est que c'est des petits effectifs. Or, l'Ukraine, et je reviens à cet exemple qui est quand même fondamental, et puis en arrière-plan, vous avez la Chine, Taïwan, etc. On est dans un monde extrêmement dangereux. Quand on regarde les effectifs de l'armée turque, qui doivent tourner autour d'1 million d'hommes, on se rend bien compte que on est resté des doux rêveurs face à la complexité et aux dangers du monde. Et je sais que nos camarades généraux d'Active, comme moi j'y étais également, on était tous persuadés que la guerre n'était pas sortie du champ. Et les faits vous ont donné raison. On part au 0826 300 300, retrouver notre vraie voix du jour. Bonsoir Jean-Noël de Villeneuve-Loubet.
Philippe David. Alors, est-ce que vous voudriez rétablir la conscription? Par rapport à l'armée, par rapport au service national, est-ce qu'il faut le mettre ou pas le Attendez, remettre? on vous entend mal. Mettez-vous bien. Jean-Noël, on n'entend pas bien. La cohésion nationale. Jean-Noël, on vous entend pas du tout. On vous entend pas du tout. Allô, Jean-Noël? Il y a beaucoup d'arguments qui je suis assez partagé. Moi-même qui ai fait mon service national, j'ai fait 12 mois dans l'infanterie de marine. Je suis assez partagé par le fait que aujourd'hui, l'armée d'aujourd'hui que nous avons actuellement est... Alors, on vous entend pas très bien. Jean-Noël, on vous entend Jean-Noël, pas. on va vous rappeler parce qu'on vous entend pas du tout. Paul est avec nous du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Ben moi, comme Philippe David, je l'ai fait, mon service militaire. Je suis un peu plus vieux que lui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'il y aurait, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes de notre époque. C'est beaucoup plus compliqué à encadrer. Alors, sur la base du volontariat, pourquoi pas. Si c'est pour faire 6 mois, et là je ne rejoins pas du tout le général, pourtant j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là, tous ces gradés, on ne va pas former des militaires en passant par le service militaire. Nous on n'était pas formés, on n'aurait pas pu faire la guerre. Moi j'ai fait 1 an, on a appris à tirer, c'est sûr, on a fait quelques trucs, mais je ne me voyais pas aller sur un théâtre d'opération, on n'aurait pas été capable. Et aujourd'hui, vu la réduction des effectifs de l'armée, je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de cadres pour encadrer justement des appels, quoi. Intéressant, restez avec nous, Paul. Général. Oui, je trouve qu'il est un peu pessimiste sur sa formation, puisque vous savez, un soldat engagé, en général, a une formation de 4 mois d'instruction au départ. Donc, et en plus, les matériels modernes, contrairement à ce que l'on croit, sont plus faciles à servir que les matériels anciens. Parce que vous avez des aides optroniques, vous avez des aides au tir. Bref, finalement, le combattant individuel est plutôt aidé par l'armement moderne qu'il ne l'était par rapport aux anciens où il fallait des compétences tactiques et techniques plus importantes. Et porter des trucs plus lourds. Mais général, la gendarmerie, la police engagent aujourd'hui des réservistes, c'est-à-dire qu'on fait appel à de nombreux réservistes, plutôt que de bloquer 6 mois des jeunes, peut-être les engager en tant que réservistes, leur apprendre et leur dire, voilà, on vous oblige, comme on fait les réservistes, 90 jours par an. Et vous perdez l'effet creusé d'une génération à ce moment-là. Et ça, sûrement, mais ça existe déjà, madame. En fait, l'armée de terre, toutes les armées ont des réservistes qu'ils forment. Moi, j'ai une petite voisine qui a choisi le 2e régiment d'infanterie de marine pour faire son... Du Mans. Du Mans, oui. Et pour faire... Pardon, j'ai oublié quelque chose. Vous ne l'avez pas du tout influencé. Non, absolument pas. Pardon, je voulais pas dire sous le sceau du volontariat. Moi, je voulais dire obligatoire, en fait. Ah, obligatoire. Voilà, c'est ça. Ça revient au même. De toute façon, il va falloir les former. Et c'est sûr qu'il y a tout un tas de problèmes techniques qui vont se poser. D'abord, on a rendu souvent aux francs symboliques à l'époque nos casernes. Donc, faire venir des gens en masse aujourd'hui sera difficile. Ou alors, on accepte de faire des camps de toile à l'ancienne, type Seconde Guerre mondiale, et on forme les gens comme l'armée américaine lorsqu'ils se sont mobilisés pour résister à l'agression japonaise à Pearl Harbor. Donc, mais là, ça sera rustique. Vous allez me dire, la guerre est rustique. Donc, c'est une bonne appréhension du milieu militaire et des futurs enjeux. Non, ça dépend de ce que vont faire. Je vous rappelle que c'est une des choses aussi. Alors, les militaires n'en voulaient plus à ce moment-là, parce qu'effectivement, on pensait que la guerre serait très technologique, que ce serait des logiciels plutôt que des hommes qui devaient aller sur le terrain. Mais l'un des éléments, c'était aussi que ça partait un peu en eau de boudin, dans le sens où la moitié des gens se faisaient exempter. En tous les cas, déjà, à mon époque, moi, dans ma génération, ceux qui le faisaient vraiment pendant leurs 12 mois... C'est qu'ils avaient envie de le faire. Soit c'est vraiment qu'ils avaient envie de le faire, soit c'est parce qu'ils étaient à l'OCPA, au service photo et cinéma, qui a été... Au passage, le service photo cinéma des armées était une excellente école pour beaucoup de gens, beaucoup de techniciens du cinéma. Mais bon... Allez. Je veux dire, si c'est pour revivre la même chose, si vous voulez, c'est pas la peine. 0826 300 300, on a retrouvé Jean-Noël. Qui devait faire partie de la 7e compagnie pour qu'on les retrouve. Hein. Jean-Noël. Oui, vous écoute. Ah, c'est mieux. Rebonjour, vous m'entendez mieux, oui. Excusez-moi, la ligne était un petit peu... Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que moi-même, j'ai fait mon service national, j'ai fait 12 mois. Et aujourd'hui, après 20 ans où ça a été suspendu, le service national, je suis un petit peu quand même partagé. Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Il y a des arguments d'Elisabeth Lévy qui sont très justes par rapport à aujourd'hui à notre jeunesse que nous avons aujourd'hui. Nous avons plusieurs France, et ça c'est vrai. Ensuite, au niveau de l'intensité, au niveau de l'armée, est-ce que nous avons des budgets
assez conséquent pour avoir une armée et introduire des appelés à faire le service national. Et si par malheur on voit un conflit, comment se passerait cette intervention militaire à haute intensité? Je ne suis pas assez qualifié pour en parler. Je suis assez partagé par rapport à notre armée que nous avons aujourd'hui de métier. Et quand on met notre armée de métier aujourd'hui, quand vous avez un ancien ministre de la Défense, Christian Morin, qui dit que nous avons 3 ou 5 jours de haute intensité au niveau des munitions. C'est Hervé Morin, Christian Morin, c'est un animateur radio. C'est tout à fait Hervé Morin. Pardon pour le prénom. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que je suis assez partagé sur le fait que faire un service aujourd'hui militaire pour nos futures générations, nos jeunes que nous avons aujourd'hui, je suis, comme je me répète encore, je suis partagé parce que est-ce qu'il y aurait l'envie, est-ce qu'il y aurait la défense des 3 couleurs de ce drapeau qui est bleu, blanc, rouge, qui nous ont fait vivre ce qu'on est aujourd'hui par rapport aux guerres qu'on a subies en 14 et d'autres guerres. Mais c'est pour ça, Philippe Bilger, merci Jean-Noël. On se demande finalement quelle est la finalité. Est-ce que c'est pour, entre guillemets, je vais dire un mot dur, redresser une jeunesse ou est-ce un besoin effectivement d'effectifs pour les militaires? Vous avez éducatif ou militaire? Moi, j'étais parti dans ma réponse sur le caractère éducatif de cette formation. Et je regrettais finalement que le volontariat probablement interdise de l'appliquer à tous ceux qui en auraient besoin. Mais je vois que notre invité, lui, examine ça sous l'angle militaire. Compléter des effectifs qui, à l'heure actuelle, semblent insuffisants. Là, j'avoue que je n'ai pas la capacité, ma chère Cécile, en dépit de mon omniscience, pour arbitrer. Non, mais justement, c'est très... Pardon, et c'est probablement la guerre en Ukraine qui est un tournant de ce point de vue-là. Mais alors, là, c'est un peu inquiétant, parce que si notre armée a besoin de transformer, disons, une génération d'aujourd'hui en soldats, disons, ça va prendre un peu de temps. Et si vous voulez mon avis, la première chose sur laquelle on va cogner, ce sont les impératifs budgétaires, parce que dans un premier temps, ça va coûter de l'argent, une blinde. Rien que le SNU, pour info, 12 jours, c'est 2500 €, pardon. Oui, mais le SNU, t'as pas de formation militaire, il n'y a pas d'obligation de les garder pendant un an ou 6 mois. Elisabeth, je dis sur 12 jours, déjà, c'est 2500 € par enfant, ce qui est important déjà. Par enfant, Olivier comme c'est mignon. Non, mais ce sont des jeunes enfants. Vous avez posé la bonne question, Cécile, c'est-à-dire est-ce que c'est... vous le reconnaissez enfin, merci beaucoup. Quand ça arrive, je le donne. On arrête l'émission, c'est bon. Ça fait 1 an qu'on attend, c'est bon, on arrête. Est-ce que nous sommes dans une configuration où on veut, comme un peu ce que j'ai présenté concernant cette génération, pour lui permettre une expérience positive, ou est-ce que nous sommes sur le fait de la préparer à de nouvelles guerres dites conventionnelles de type Ukraine? Ou remettre du patriotisme au sein de jeunesse. Et je sais que les débats existent, y compris au sein même de l'armée. C'est-à-dire, est-ce que nous évoluons, est-ce qu'il y a un retour de la guerre conventionnelle, ou est-ce que nous devons continuer à réfléchir les futurs conflits sous différentes formes, avec toujours aussi le fait que beaucoup réfléchissent dans le cadre européen et celui de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est aussi cette dimension-là à prendre en considération. Que font les autres pays aujourd'hui? En fait, les autres pays étaient comme nous, c'est-à-dire que les Occidentaux, on avait, à part les Américains, qui ont consacré des budgets énormes et des effectifs comme les Anglais très peu. Moi, j'étais en Afghanistan avec eux, ils sont encore plus pauvres que nous. Donc, les Allemands reviennent. C'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Les Allemands, ils sont sortis de leur léthargie pour essayer de sortir une armée qui, jusqu'à présent, était partie très très loin des standards d'une armée normale. Donc, je parle surtout au niveau psychologique. Je pense que, non, la guerre en Ukraine ramène à des tas de choses. Les Belges voulaient plus d'artillerie dans leur armée, en pensant que ça servait plus à rien. Alors, la première leçon de la guerre en Ukraine... Non, c'est pas une blague. C'est pas une histoire belge. C'est pas une histoire belge. Ils songeaient à abandonner le canon parce qu'ils voyaient pas l'utilité du canon dans leurs interventions. Or, la guerre en Ukraine montre que l'artillerie est et alors, je suis un fantassin. Pardon, Yougoslavie aussi, il y avait du... Mon général, j'avais une question. Est-ce que quelque part, les Américains, alors ils dépensent 50% des budgets militaires mondiaux, ils n'ont pas trouvé la bonne solution depuis la fin de la conscription, c'est-à-dire une armée avec des gros budgets et surtout derrière la garde nationale. Oui, mais c'est ça. Qui est une super réserve si
Je peux utiliser ce mot-là. Tout à fait. C'est une sorte de service national, en fait, qui leur permet d'avoir une réserve qu'ils ont utilisée largement pendant la guerre du Golfe. Obligatoire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et après, aller chercher des jeunes, c'est aussi aller chercher des expertises que peut-être une autre génération n'a plus. De se dire que ces jeunes-là vont rentrer dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, c'est aussi intéressant d'aller les chercher. Tout à fait. Lorsque le service militaire a été abandonné, nous qui avions l'habitude, dans nos régiments d'engagés, d'avoir des dentistes, des pharmaciens qui étaient issus, et même des médecins qui étaient issus du service national, de la conscription, mais on les a perdus. Donc c'est sûr qu'on perd beaucoup quand on n'a plus la ressource de la nation pour une armée. Et en 6 mois, on peut faire une formation valable ? Oui, bien sûr. Je pense que les Ukrainiens le montrent. Les Ukrainiens, ils forment rapidement leurs soldats et puis ensuite, la guerre se charge d'améliorer le produit, si j'ose parler ainsi. Comme disait un général allemand, la guerre est le meilleur professeur, mais ses leçons coûtent cher. Mais entre nous, est-ce que vous, vu que c'est quand même une grosse affaire à mettre en place, que ça va coûter beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne parle pas là pour se faire plaisir, et est-ce que c'est pas encore une idée, si vous voulez, qui ne verra jamais le jour, faute de courage politique, faute de vision... Le budget. Oui, le budget, toujours le budget. Si le chef d'état-major en a parlé, c'est que l'armée de terre, qu'il y pense. C'est peut-être dans les tuyaux, comme on dit vulgairement. C'est ce que j'allais vous demander. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous en retraite des troupes marines, Jean-Marc Marilly. Sauf si le général qui n'a pas pratiqué à l'armée le qui c'est qui l'a dit. Auquel cas, il pourrait peut-être le faire avec nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous avez fait un exercice insurmontable. Général, le quiz de l'actu, il n'y a plus de général, je vous dis tout de suite, parce que ça peut partir à n'importe quel moment. Allez, comme ça. Ça vous dit de le faire ? Oui. Après, vous voudrez retourner immédiatement sur un terrain de combat. Allez, à tout de suite, on revient dans un instant. On fait une petite pause. C'est un combat rapproché et surtout empreint de... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, c'est l'heure est grave aujourd'hui. Nous vous avons réunis autour de cette table, puisqu'il y a des choses qui se disent dans les médias, et il va falloir retrouver qui sont les gens qui disent ces choses, qui sont pas toujours fut-fut, ou plutôt drôles, ou plutôt intelligentes, ou voilà. Il y en a pour tous les goûts. Pas forcément des choses originales. Voilà, c'est pas forcément original. D'où la complexité de trouver l'auteur de ces phrases. Ça s'appelle le qui c'est qui l'a dit. C'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Donc nous sommes très nombreux autour de la table. Jean-Noël, alors je vous propose comme adversaire Philippe Bilger, Elisabeth Lévy ou Olivier d'Artigol. Madame Lévy. Madame Lévy. Mais alors, vous savez, cher Jean-Noël, je ne sais pas si je dois être honoré parce que c'est souvent qu'on le choisit et je me demande si c'est pas parce que je suis l'adversaire trop facile à battre. Non, c'est logique parce que c'est un ancien des troupes de marine. Vous êtes officier de la réserve citoyenne de la Légion et la Légion, les troupes de marine, c'est la concurrence. Oui, c'est ça. Oui. Comment il lui a vendu le truc? Quel escroc. Moi, je pense qu'ils se disent, voilà Lévy, je vais pouvoir la battre. Et le pire, Jean-Noël, je regarde là comme si j'allais voir votre visage dans le ciel, mais non. Ou alors l'autre pense qu'il n'aura pas le temps de donner une fausse réponse à vous. Allez, on y va. Allez, question qui c'est qui l'a dit. Face à la crise sociale et politique, la seule réponse apportée est policière. C'est Darmanin? Non. Non, pas le même bord. C'est assez étonnant. C'était au deuxième degré qu'il le disait, c'est pas quelqu'un qui dit ça. Au premier degré, la seule réponse apportée est policière. Face à la crise sociale et politique. Quoi, Philippe? La seule. Non, elle est policière, c'est ça qu'il a dit. Ruffin. C'est effectivement François Ruffin. En fait, parce qu'on avait entendu la seule réponse à apporter. Donc on a apporté et policière. On a déjà apporté deux points avec qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? La Crimée a voulu être rattachée à la Russie. Marine Le Pen. Bonne réponse. Ce matin dans son audition. Olivier d'Artigol, il est au taquet. Qui c'est qui l'a dit sur les fusillades à Marseille? Si on n'arrête pas ceux qui consomment, ceux qui trafiquent, on ne fait que déplacer le problème. Sonia Gali. Non. Il est élu dans votre département. Oui. Ciotti. Bonne réponse d'Elisabeth. Vous l'avez dit en même temps. Vous l'avez dit en même temps. Un point chacun. Oui. Exactement en même temps. Philippe, à vous. Enfin, la galanterie devrait
Je veux dire, vraiment, il y a pas de obliger ça. Non, notre il y a pas de auditeur. ça. Ici, non, il n'y a pas de galanterie. Qui c'est qui l'a dit? Et Olivier d'Artigol a interdiction de répondre. Au sujet de l'utilisation de l'article 40, Borne n'a qu'à supprimer l'Assemblée nationale. Bonne réponse. Ah, ben là, je l'ai dit aussi. Ah, bah, vous l'avez dit en premier. Non, je l'ai dit en premier. Non, J'en ai marre de la galanterie. Allez, hein. non, mais je mets 2 points. Elisabeth Lévy, elle avait un quart de seconde d'avance. Ça m'aurait étonné. Ouais, comme d'habitude. Mais c'est dingue. mais celui-là. Mais c'est dingue. C'est fou. Non, ça. mais d'abord, vous Allez, avez vous la anticipez. protection éhontée de Allez, Cécile. attendez, les amis. Qui c'est qui l'a tweeté? Contre son lynchage sur les réseaux sociaux. Grosse vibe de somme ici. Alors moi, je connais. Booba. Non. C'est une Sandrine femme. Rousseau s'exprime. Bonne réponse, Sandrine C'est Rousseau. son Vous avez style. dit quoi, mon général? Hanouna. Non, Sandrine Rousseau. Elle le fait. Elle le fait. Vibe de Elle somme le fait souvent, ici. ça. Voilà. Qui ça. c'est qui l'a dit? Je ne pense pas que les écologistes soient les ennemis de l'agriculture. Madame Tondelier. Bonne réponse. Oh là 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 là. En matière politique, il est doué. Qui c'est qui l'a dit? J'ai une femme, j'ai 4 enfants, je fais mes courses. Le maire. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy, qui a été la plus rapide. Jean-Noël a répondu Là, aussi. elle était la seule. Ah ouais. Qui c'est qui l'a dit? Sur les groupuscules d'ultra-gauche et d'ultra-droite, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre famille politique. La droite, donc Retailleau, Ciotti, Non. Bocquier. Non, plus à droite. Marine Le Pen. Bonne réponse, Bardella. Là, il peut pas. Ah, voilà. Non, mais là, Oui, mais Philippe Bilger. Et dernière question, qui c'est qui l'a dit sur le documentaire de l'affaire Lola sur France 5? Pour ces gens d'extrême droite, c'est une belle opportunité. Ils en font leur miel, ils se régalent et c'est comme des charognards. Je sais pas, Rissouli, c'est pas lui qui est... Non, il est ministre. C'est pas Chiappa, c'est un homme. Il est ministre. c'est Véran. Non, il est ministre. Attal. Non. C'est Il un est ministre. ancien avocat. Dupond-Moretti. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. T'es bien, Voilà. t'es bien. Et c'est une victoire. Bravo, pour... Elisabeth, vous avez un point. Voilà. 11-7, bravo. 11-7, bravo Elisabeth Lévy. Comment ça, j'ai un point. J'ai répondu à plein de questions, mais Je demande le C'est contrôle Jean-Noël. antidoping. non, je demande un arbitrage. Je demande que Philippe Gilles soit traduit devant une dorénavant, commission. je demande que l'animateur Philippe David soit contrôlé. Voilà, exactement. Et je vais le contrôler. Vous un restez contrôle avec nous. dopage. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. On va revenir sur le sujet du jour avec le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Près de 800 000 d'entre vous nous suivent quotidiennement. Vous faites des coucous. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, le top clic de Félix Mathieu. Puis on reviendra aussi sur le tour de l'actu des vraies voix. Mais en attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et cher Philippe David, sur les faibles sanctions pour les mauvais traitements aux animaux. Oui, Cécile, 2 jeunes adultes ont été condamnés hier à Saint-Nazaire pour sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif. En clair, acte de zoophilie commis sur des chevaux et des poneys entre mai 2015 et février 2016. Le premier a écopé de 6 mois de prison avec sursis et interdiction de détenir un animal pendant 5 ans. Le second, qui était aussi poursuivi pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique, a été condamné à 12 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de 2 ans, d'une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans, de travailler au contact de mineurs pendant 5 ans, d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et d'une obligation de soins. Alors personnellement, je trouve que ces peines sont pour le moins faibles car les animaux méritent le respect et on peut supposer que les avocats de la défense n'ont pas pu arguer que les victimes étaient consentantes ou avaient allumé les violeurs. Quand on voit ces comportements et en pensant que ces gens sont libres, on espère simplement qu'ils ne vont pas croiser un gamin ou une gamine que leurs parents auraient perdu de vue pendant quelques instants, car quand on viole des chevaux et des poneys, on devrait, à mon avis, être en asile psychiatrique ou en prison, mais en aucun cas en liberté. Oui, c'est toujours intelligent ce que vous dites, Philippe, mais là, je crois que si vous vous êtes renseigné sur l'affaire en détail... Bon, quand on viole un cheval ou un poney, excusez-moi, j'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Ah mais si, justement. C'est le concept de violer. Le parcours de ces 2 jeunes gens est très intéressant et l'explication de leur acte odieux est tout à fait passionnante. J'ai lu qu'ils étaient abreuvés de choses zoophiles
depuis qu'ils avaient 12 ans, je crois, etc. Ils n'ont Mais jamais eu c'est de hallucinant. rapport sexuel Oui, normaux. ils n'ont jamais eu de rapport sexuel avec des humains. Il y en a l'un des deux. Il y a l'un des deux qui raconte très bien comment il en est arrivé à ce comportement totalement odieux. Déviant. Alors bon, ça n'enlève pas la pertinence de votre coup de gueule, bien sûr. Elisabeth Lévy. Non, j'essaye de retrouver une histoire sombre qui avait été traitée par la justice administrative, qui avait jugé effectivement un paysan qui avait eu des relations, lui, avec son âne, me semble-t-il. Oh, bah là, mais c'est le concept de viol, c'est-à-dire comment on sait que... en général, un âne, il n'est pas consentant. Non, mais en l'occurrence, le Conseil d'État avait... je crois, c'est vraiment de mémoire, estimé que la conformation physiologique de l'âne faisait qu'il ne pouvait pas souffrir. Et alors par ailleurs, après, on pourrait dire qu'il a été atteint dans sa dignité, ce qui est probable. C'est le cas, mais le cheval l'a dit. Hein. Oui. C'est le concept de viol pour un animal qui n'a peut-être pas conscience de ce qui se produit comme un viol, si vous voulez. C'est quand même un élément de la culture humaine, le mot viol. Me paraît, c'est compliqué, je trouve, de le transposer directement comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Je dis que c'est un mauvais traitement, tout ce que... Me regardez pas avec cet air, je ne fais rien aux animaux. Il me regarde avec un œil vraiment effaré. Je dis... Elisabeth a une compréhension dilatée. Olivier d'Artigol. Oh, bah ça, c'est olé. Hein. Ça me fait trop d'informations. Un peu de temps, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. De digérer. Non, je suis plutôt d'accord avec la conclusion de gens qui se comportent comme ça. De Tombillet. Bien sûr. Ouais. Ben oui. Moi, je trouve ça très grave de laisser des gens comme ça en liberté. Parce que s'ils croisent un gamin ou une gamine, ça vous fait peur. Hein. Et quel que soit leur passé, je trouve ça... Oui, mais en dehors même de ça, Philippe, c'est l'acte en soi est, disons, problématique pour ce que ça dit de lui. Ça c'est clair. Et puis il faut se balader en permanence avec un tabouret et de la vaseline, c'est pénible. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais je ne l'ai pas dit en relisant. Ils ont vraiment dit ça ? Oui, absolument, mais il faut un tabouret. Ça s'est passé où ? Dans la Loire-Atlantique. Oui. Écoutez. Comme vous vouliez savoir comment ça se passait, Elisabeth. Voilà. Vous savez non, tout. mais ça me... Non, mais moi, je suis restée sans voix, en fait. J'ai lu ça dans le Parisien. C'est Cécile qui m'a dit ça. Vous pouvez bien comprendre qu'on est dans des zones, des territoires un peu insondables de l'âme humaine, effectivement. C'est tellement... hors humain, justement, comme acte. Il y a des gens qui se comportent vraiment à bride abattu. Hein. Oui. Bon, allez, on va changer de sujet. Je crois que ça devient glissant. Terrain glissant. Voilà, c'est ça. Allez, tout de suite, le top clic. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et Félix Mathieu, moins de vaches pour le climat. La Cour des comptes crée la surprise en s'attaquant aux élevages bovins. Oui, elle en appelle à définir une stratégie de réduction du cheptel bovin qui représente 11,8% des émissions du pays. 17 millions de vaches qui, en digérant, produisent et rotent du méthane, un gaz au pouvoir réchauffant. Selon le ministère, ce nombre de vaches pourrait passer de 17 à environ 15 millions de têtes en 2035 et 13 millions et demi en 2050. Le nombre de vaches qui a déjà baissé de 10% ces 6 dernières années. Mais la Cour des comptes reproche à l'État de ne pas piloter cette baisse qui reste subie. L'élevage bovin, activité agricole la plus subventionnée en France selon l'institution, des subventions sans lesquelles la majorité des exploitations ne seraient pas viables, détaille-t-elle. Et elle précise qu'une baisse du cheptel pourrait se faire sans entamer la souveraineté alimentaire française, sans être compensée par des imports, à la seule condition que les consommateurs respectent les préconisations des autorités de santé, pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine et par adulte. La Cour des comptes appelle aussi l'État à accompagner les éleveurs pour les aider à se réorienter. Alors forcément, ce rapport est reçu comme une gifle par beaucoup de représentants du secteur. Lire que votre activité doit cesser ou largement diminuer, c'est une blessure, c'est très compliqué pour des éleveurs déjà de moins en moins nombreux, explique le président de la FNSEA. Non, la baisse du cheptel n'est pas une fatalité. Non, un scénario à la néerlandaise n'est pas inéluctable. Oui, nous avons besoin d'un élevage laitier en France, tweet le directeur général de la Fédération des transformateurs laitiers. L'exemple des Pays-Bas brandit comme repoussoir à une stratégie de réduction du cheptel bovin. Il y avait jeté des agriculteurs dans la rue, contraint l'État néerlandais à revoir sa copie. D'ailleurs, du côté du gouvernement français, le rapport de la Cour des comptes est reçu avec une certaine méfiance. Très court. La Cour des comptes serait bien inspirée de rédiger une note sur la manière de réduire le taux de suicide des paysans, des agriculteurs et notamment des éleveurs laitiers. Ce
Autre sujet. Très bonne Philippe. remarque. Autre sujet. Cette photo postée par le député insoumis Sébastien Delogout sur Twitter. Oui, Saint-Brévin, nous voilà, dit-il, en posant dans un train en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, de Clémence Guettet ou encore de Manuel Bompard. Tout sourire, il se rendait en Loire-Atlantique avec une bonne partie de la gauche. Marche de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin cet après-midi. Photo en réponse à laquelle beaucoup d'internautes renvoient aux insoumis cette phrase du communiqué du maire de Saint-Brévin. « Je regrette la récupération politique, notamment par l'extrême gauche », a écrit Yannick Morez. On dirait que le message du maire de Saint-Brévin n'a pas été transmis à la France insoumise, répond Nico en repartageant ce document en réponse. Communiqué dans lequel, cela dit, le maire démissionnaire d'hiver droite de Saint-Brévin reprochait aussi à la droite de rester trop discrète sur ce sujet après l'incendie de sa maison suite à la controverse liée au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. En tout cas, le maire de Saint-Brévin qui vient à l'instant de sortir devant sa mairie pour prendre la parole, il redit ne pas avoir été assez soutenu par l'État. Non, mais juste, vraiment, c'est pas ma cam, comme vous le savez, mais avec ce thème de la récupération, vous voudrez empêcher des gens de manifester pour, je veux dire, ils veulent d'afficher leur soutien. Oui, bien sûr qu'ils font de la politique, c'est leur métier même, me semble-t-il. Donc bon. Mais le maire regrette cette mobilisation ou pas? Puisque là, il va s'exprimer devant les personnes qui se sont mobilisées. C'est flou, justement. Il dit la récupération de l'extrême gauche, mais il va quand même prendre la parole devant. Donc c'est un peu flou. Le conseil municipal. Merci Félix. Vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu des vraies voix, et puis on reviendra sur le coup de projecteur. C'est la loi du partage des valeurs et c'est un tournant social du gouvernement. Selon vous, nous dites non à plus de 70%. On a envie de vous entendre sur ce sujet. On vous attend, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol qui baille. Il va se remettre en forme. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol et vous, 0826 300 300, et accessoirement Jean-Noël, notre auditeur vraie voix, qui dit des choses plutôt sensées. Voilà, on aime bien nos auditeurs, on aime bien quand vous nous appelez, bien entendu, et partagez cette actualité avec vous. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, 99 000 personnes, dont des scientifiques de haut niveau, quittent Twitter à cause du négationnisme climatique, du racisme et du sexisme. Ça n'est pas pour montrer que moi je restais sur Twitter, ça n'était pas une sorte de narcissisme à rebours, mais j'ai été frappé de voir à quel point des grands scientifiques, il y en a un en particulier qui semble être un crack dans le domaine de l'écologie, et 99 autres ont suivi son exemple, ont quitté donc Twitter, le Twitter d'Elon Musk, à cause du négationnisme climatique, du sexisme et du racisme. J'espère que ce mouvement ne se développera pas, parce qu'il me semble que depuis qu'il a nommé Elon Musk une directrice générale de grande qualité, ça s'améliore. Enfin, je l'espère. Elisabeth Lévy. Je trouve ça très intéressant. Nous attendons de voir. Mais c'est très intéressant. Non, moi j'ai été frappé ce matin d'apprendre qu'en application de la circulaire de M. Darmanin sur l'interdiction de réunions d'extrême droite ou d'ultra droite, excusez-moi, en droit, je ne sais pas comment on définit l'extrême droite et l'ultra droite, parce que si vous demandez à Libé, ça commence à CNews. C'est ce qui n'est pas d'extrême gauche. Et donc voilà. Donc c'est quand même un peu problématique déjà, parce qu'en termes de liberté, je ne vois pas au nom de quoi on interdirait certaines opinions. Je crois qu'à part l'exhibition d'opinions nazies, aucune opinion n'est interdite. On n'a pas le droit d'appeler à la haine, mais voilà. Et au même moment, je découvre que ce week-end, au plateau des Glières, il y avait un collectif appelé Palestine Vaincra qui s'est réuni. Alors là aussi, il y a une certaine... Alors je rappelle pour les auditeurs que le plateau des Glières, c'est un haut lieu de la résistance, où des résistants français ont été massacrés. Et qu'il a été lu un message de Georges Ibrahim Abdallah, qui a participé à des assassinats de diplomates israéliens et qui est emprisonné en France, et dont tous ces gens demandent la libération, et qu'en gros, ça a été un festival
de discours contre la soldatesque sioniste et sa horde de colons. Ça veut dire qu'on peut les tuer quand on veut. Ça a été des discours pour la Palestine de la mer au Jourdain, c'est-à-dire pour la destruction d'Israël. Hein, c'est tout. Ça veut dire ça clairement. Bref, je suis pas ce qui me crie, c'est pas du tout que je demande pas du tout qu'on interdise ce genre de rassemblement. Moi, je suis vraiment pour la liberté, y compris de gens qui pour moi sont de véritables salopards, je le dis. Mais le 2 poids 2 mesures, ça commence à bien faire. Et avec cette histoire d'extrême droite et d'interdiction, il commence à avoir un vent mauvais. Et je dis que les gens doivent se révolter. Et je suis contente parce qu'Olivier le fait très fréquemment pour les gens qui ne pensent pas comme lui. Donc, Olivier, pour réagir. Je pense que sur le conflit israélo-palestinien, la voie de la raison, c'est les résolutions de l'ONU. C'est une solution à 2 États. Et les personnes qui défendent la solution à 2 États vont dans la bonne direction. Et je regrette que le gouvernement israélien s'écarte du droit, accélère la colonisation et crée une situation de grand chaos. Oui, non, mais et il est important que des gens puissent continuer à le dire. Non mais attendez, excusez-moi, s'il ne disait que ça, je l'aurais même pas signalé. Tu ne peux pas d'un côté défendre la liberté pour toutes et pour tous, tu m'as entendu dire qu'il fallait pas et dire qu'il n'avait pas... Alors j'ai du mal m'exprimer alors. Peut-être. J'ai dit 4 fois que je pense qu'il fallait les laisser parler. Je l'ai dit 4 fois, pas 2, 4. Donc, mais simplement, je dis, il ne se contente pas de dire ce que tu dis. Ils demandent la destruction d'Israël. C'est pas pareil. Ils ont le droit. Moi, je suis pour qu'ils aient le droit de le faire. Donc je ne suis pas du tout pour le leur interdire. Non, moi je te parle de solution à 2 États. Je dis, non mais la Palestine de la mer au Jourdain, ça ne veut pas dire 2 États. Hein. Franchement, non mais il y a une phraséologie derrière tout ça qui est quand même pas terrible. Olivier d'Artigol, la liste des filles de... Je voulais poser une question, parce qu'on était sur les réseaux sociaux. Ça va être intéressant, oui. Oui, je crois. Est-ce que Philippe, tu pourrais, parce que tu écris sur ton blog, tu as une présence médiatique, est-ce que tu pourrais te passer aujourd'hui, disons que Twitter sombre, TikTok n'existe plus, est-ce que tu aurais vraiment quelque chose d'important qui te manquerait dans ton activité? Parce que moi, je me rends compte que sur certains moments, j'ai envie de m'en passer, vraiment. C'est vrai. De me désintoxiquer de ça. Moi, ça me manquerait parce que j'ai toujours, pas par narcissisme, mais parce que je me sens bien que lorsque j'ai pu affirmer ce à quoi je croyais, que ce soit de l'hostilité, ou de l'admiration, de l'estime, et pour les choses et les êtres, les livres, la culture. Parce que ça devient quand même un cloaque. Ah ben c'est clair. Mais justement, parce que c'est un cloaque, il faut y rester, paradoxalement. Je voudrais vous parler des ouvrières de Verbaudet, dans le Nord, qui, pour certaines d'entre elles, vivent leur première grève. Elles sont en grève depuis plus de 2 mois, dans un contexte de très vive tension. Ça se passe pas bien du tout. Et dans leur témoignage, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est concernant la smicardisation de la France. Ouais. C'est-à-dire que ces ouvrières disent qu'au bout de 20-25 ans, elles ont tout juste un peu plus du SMIC. Elles sont à 1450. Oh la vache. Comment est-il possible de rester dans une entreprise, d'avoir la culture d'entreprise, d'être une ouvrière qui fait bien son travail, et au bout de 20-25 ans, être simplement à 100 € au-dessus du SMIC, aujourd'hui, qui est à 1300 et quelques euros. C'est-à-dire, il y a quelque chose là qui dysfonctionne, et elles disent, on a demandé 150 €, l'entreprise peut, ça nous est refusé, et on nous répond d'une manière très déshumanisante et très brutale, et elles disent, et en fait, on se rend compte qu'on ne vit pas. On va au boulot, mais en fait, notre vie est une vie de privation et de survie. On doit compter sur tout. Le reste à vivre, c'est vraiment quelque chose, on y pense tous les jours. Ça nous vrille. Une disait, ça me vrille le ventre tous les jours. C'est justement, si vous permettez, c'est un bon teasing pour notre sujet là sur le partage de valeurs, justement. Est-ce que c'est un tournant social du gouvernement? On pourra débattre justement sur ce type de sujet et de dire qu'à un moment donné, et peut-être que les entreprises doivent s'engager aussi pour que ces personnes qui ont des salaires très bas et qui n'augmentent pas, au moins puissent gagner ou des dividendes ou quelque chose, ou en tout cas soient récompensées d'une autre manière. On en parle dans un instant. On est en retard. Vous restez avec nous. On fait une petite pause et on se retrouve avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies
Voix, ça continue jusqu'à 19h avec Elisabeth Lévy, Philippe Bilger et Olivier D'Artigol. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc, fruit d'un accord entre syndicats et patronat, le gouvernement présente aujourd'hui, en tout cas a présenté aujourd'hui en Conseil des ministres le projet de loi sur le partage des valeurs dans les entreprises. Un programme qui a pour objectif d'étendre les dispositifs d'intéressement, de participation et de primes aux très petites entreprises. Philippe. Oui, Cécile, sous plusieurs conditions. 1, que la société fasse des profits et un bénéfice net égal à au moins 1% de son chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. 1% de résultat, c'est pas brillant pour une entreprise. Selon les estimations du gouvernement, plus d'1,5 million de salariés des TPE pourraient en profiter. Alors, est-ce que pour vous, le gouvernement est en train de prendre un tournant social? Est-ce qu'il fait un virage à gauche après la réforme des retraites, où il s'est mis les syndicats à dos? Ou est-ce que pour vous, c'est de la poudre aux yeux, ça passera ou pas? Vous êtes pour, vous êtes contre. Un seul numéro, le 0826 300 300. Philippe Bilger, on en parlait il y a quelques secondes, justement, de ces jeunes femmes qui se disent qu'elles n'arrivent pas, après des années de travail, passer légèrement au-dessus du SMIC. C'est peut-être la solution aujourd'hui. Sûrement, Cécile. Alors, tout ce qui est de nature, de mon point de vue, à restaurer davantage de justice sociale, de faire entrer la France dans un réformisme authentique qui nous éviterait toute révolution genre LFI, désirée en tout cas. Tout ce qui est de nature à favoriser une meilleure équité économique et sociale, à mon assentiment absolu. J'ajoute que il y a quelque chose qui me gêne dans l'interrogation pertinente de Sud Radio, c'est que ça ne relève pas de la gauche, ça n'est pas un virage à gauche. Ce qui est annoncé, et si c'est fait, ma chère Cécile, c'est quelque chose qui incombe à la responsabilité de la droite également. La justice sociale n'est pas la propriété de la gauche. Ouais. Elisabeth Lévy. D'abord, je dois vous dire que j'ai pas vu le projet de loi dans le détail. En revanche, il y a une réforme qui me semble aller dans le bon sens, c'est celle du RSA. Après, l'application. Et quand on dit ça, c'est toujours sur le papier. Il faut voir comment ça va être appliqué, parce que ça peut être une cata. Moi, je crois qu'il y a aussi une urgence à remettre. Alors, il y a cette question des salaires. Là, j'approuve totalement ce qui a été dit, mais je rappelle que pour les petites entreprises, c'est souvent une question existentielle, qu'elles ne peuvent pas augmenter tout simplement. Il y a beaucoup de coûts qui ont augmenté aussi. N'oubliez pas, beaucoup de coûts de matières premières, beaucoup de coûts de services, de prestations. Donc, c'est très compliqué. Puis, il y a la crise immobilière qui arrive là et qui va se traduire dans le BTP. On va pas rigoler. Mais ce qui me semble urgent, c'est quand même aussi de remettre au travail toute cette partie des Français qui ne travaillent pas, mais qui ne travaillent jamais, c'est-à-dire pas des gens qui ont été jetés dehors ou qui dans le fond vivent en permanence depuis des années. Si vous voulez, il y a une France qui bosse trop et qui est mal payée en fait, et qui est surtout trop ponctionnée, tout. Et puis il y en a une qui vit dans le système de l'assistance, etc., et qui n'en sort pas non plus, si vous voulez. Et ça me paraît, et je pense que c'est un des éléments de la grogne contre la réforme des retraites, c'est que ça pèse encore sur ceux qui déjà travaillent. Or, il y a dans notre pays, beaucoup plus qu'en Allemagne, les actifs représentent moins de 50% ou 50% peut-être de la population active. En Allemagne, il y a une différence de 15 points, mais sur les chiffres bruts, je me trompe. Voilà. Olivier D'Artigol, est-ce qu'il y a vraiment une France, comme dirait Elisabeth Lévy, c'est moite-moite, c'est-à-dire que il y a une France qui travaille et une autre qui profite? Je pense que c'est caricatural. Je pense qu'on ne vit pas quand on ne vit pas bien quand on est au RSA. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, ce qui est un autre sujet. J'en ai parlé tout à l'heure avec la smicardisation du monde salarié. Pour généraliser l'intéressement et la participation, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas hostile à ce qui est proposé, à condition que ce ne soit pas une diversion pour ne pas parler de l'augmentation des salaires. Je suis totalement d'accord avec le fait que les entreprises qui ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas le faire. Mais on voit très bien aujourd'hui sur le partage de la valeur entre capital et travail, au cours des 20 dernières années, les sommes allant vers le capital, la rémunération du capital des actionnaires, des dividendes, va vers des niveaux et des taux de rendement qu'on n'a jamais connus. La phase actuelle du capitalisme financier
fait qu'il y a un vrai problème entre la rémunération du travail et la rémunération du capital. Il va falloir poser en grand cette question-là, et les entreprises qui pourraient augmenter réellement pour de vrai, j'ai envie de dire, les salaires, vont aller vers des dispositifs d'intéressement et de participation. Qui peut donner de l'intéressement? Est-ce que ça ne va pas surtout créer encore deux vitesses, c'est-à-dire entre les boîtes qui pourront donner de l'intéressement? Là, ce qui est proposé, c'est que les sociétés fassent des profits, des bénéfices nets au moins de 1% de son chiffre d'affaires. Je n'appelle pas ça faire des bénéfices. 1% de chiffre d'affaires, on se bagarre pas pour 1% en général. Notre invité est avec nous, Patrick Vignal est arrivé, député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le député. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Rideau. Sud Rideau. Sud Rideau. Le spectacle est terminé, Patrick Vignal. Juste sur cette proposition de loi aujourd'hui pour les dispositifs d'intéressement, de participation, de primes des très petites entreprises. Est-ce que c'est dans ce cas, enfin c'est aux très petites entreprises ou c'est pas plutôt aux PME? Enfin, ça me paraît dingue de me dire que les très petites entreprises vont aussi devoir mettre la main à la poche alors que c'est toujours difficile forcément de subvenir. Vous savez, on n'a pas toujours fait tout bien dans cette majorité, mais il y a une chose que nous avons fait, et ça remonte déjà avec François Hollande, avec le CICE, c'est-à-dire qu'on a décidé d'aider les entreprises, c'est quand même 150 milliards de vos impôts et des miens, pour relancer l'économie. Moi, je voulais vous parler de la région Occitanie, on a du mal à trouver des collaborateurs et des salariés, donc mathématiquement et naturellement, les salaires ont été augmentés. Je vous prends le cas dans la restauration, l'hôtellerie, on a beaucoup de mal à trouver du personnel, donc les salaires ont été augmentés. Et moi, je pense effectivement qu'il y a 3 niveaux. La relation entre ceux qui travaillent avec des salaires moyens, 1500, 1600 euros, ceux qui ne sont pas l'accession au travail, et les dividendes des 80 milliards, où on doit peut-être momentanément, c'est ce que je pense moi, mettre une contribution afin d'apurer un peu le quoi qu'il en coûte, parce que vous êtes à 260 milliards qui ont été mis pour le quoi qu'il en coûte, on a 3 000 milliards de dettes, et on a besoin d'investir beaucoup dans l'économie verte. Donc, si vous voulez, je pense que ça va se faire naturellement avec les entreprises. Et puis, qu'on soit clair, la petite PME de 3 salariés où le responsable se paie à peine et souvent paie plus ses salariés, on ne lui demandera pas une contribution. On va demander une contribution supplémentaire, si vous voulez, à ces entreprises moyennes qui font des bénéfices. Et je vais le dire gentiment, il y a certains grands groupes qui font des bénéfices, qui ont obtenu les aides de l'État et qui se permettent de licencier ou de ne pas augmenter ses salariés. Donc vous voyez, l'idée c'est de rééquilibrer tout cela. Philippe Bilger veut réagir. Mon cher Patrick, je ne parviens pas à comprendre sur le plan de la méthode, et je dépasse un peu le macronisme, entendons-nous, pourquoi non mais je veux dire, ça n'est pas une mise en cause, pourquoi les pouvoirs, en général, ont des scrupules, voire des difficultés pour répondre à des évidences de justice sociale. Là, ce qui est proposé paraît tellement évident, qu'on soit de droite ou de gauche, pourquoi est-ce que toujours c'est si tardif ? Vous savez pourquoi, cher Philippe? C'est qu'en fait, la droite, c'était le travail, ça émancipe, et la gauche, c'était le travail, ça aliène. Et depuis la crise du Covid, aujourd'hui, il y a une nouvelle relation au travail. Et je crois faire partir de ceux qui l'ont vu rapidement. Rappelez-vous pour la réforme des retraites, les gens aujourd'hui, la jeune génération, ils veulent un sens au travail. Moi, j'ai participé à des évaluations où des cadres, des ingénieurs disaient, moi, avant de savoir mon salaire, je veux savoir si j'ai mes 35 heures, je veux savoir si l'entreprise est plus verte. On a changé de paradigme. Le Covid a fait qu'on est sur un trépied, vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. Donc, si vous voulez, je pense que tout cela va se lisser parce qu'effectivement, on est quand même à une période où on a du mal à recruter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, je ne voudrais pas non plus que cette contribution devienne une taxe, parce que c'est français. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir 5 à 6 milliards par an.
c'est le rapport de Jean Pisani, pour financer cette industrie verte. Est-ce qu'on va augmenter les impôts des classes moyennes? Il faut les baisser, parce que c'est quoi une classe moyenne? C'est 1780 €. Donc si vous voulez, on a besoin, nous, la classe politique, d'avoir un peu plus de courage, et on a besoin surtout d'avoir un vrai échange, ce qui est compliqué en ce moment entre le patronat, les syndicats, et que nous, les politiques, on soit des arbitres de tout cela. Olivier D'Artigol. J'espère, Patrick Vignal, qu'on arrivera dans la période qui vient à avoir un vrai et beau débat sur le travail. Parce qu'on a vu que via le débat sur les retraites, ce qui est monté vraiment de manière spectaculaire, c'est la question du travail, de son sens, de son utilité, de sa valeur. Moi, j'ai des copains qui vivent bien de leur métier dans différentes branches, mais qui me disent Olivier, je ne sais pas si je continuerai à le faire jusqu'au bout, c'est très difficile, je ne veux pas développer. Ils disent mais il y a des process maintenant de management qui me font perdre l'envie d'aller au boulot parce c'est ordre contre ordre, c'est beaucoup le tableur Excel, mais moi j'aurais envie de voir la personne, mon N+1, et avoir un échange humain avec lui pour pouvoir parler du sens de tout ça. Et donc je pense que c'est une question presque de société, quasiment civilisationnelle, et j'espère qu'on pourra avoir un beau débat là-dessus. Vous savez, Olivier, on s'est trompé, la majorité. En fait, on s'est trompé parce qu'en fait, on a voulu faire une réforme des retraites sur un tableau Excel en disant aux Français, on a besoin de 12 milliards. En fait, c'était pas ça. C'était déjà 30 milliards que vous mettez par an pour financer les retraites. Mais effectivement, la relation au travail, c'est le management. C'est le nombre de personnes qui sont en burn-out. C'est l'idée à un moment donné de dire pourquoi je m'investis dans le travail et donc dans la société. Mais ça veut dire un débat apaisé et ça veut dire ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée parce qu'on a des postures politiciennes. Vous avez la NUPES qui dit le patron c'est un salaud, il exploite. Une certaine droite qui dit Patrick travaille. Non, on doit. Heureusement qu'il y a les macronistes pour dire toujours la vérité vraie, le bon et le bien. Madame, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait. Elisabeth, je ne donnerai pas de leçons. Non, mais souffrez juste que je vous interrompe juste sur cette question du travail. Je sais pas. Moi, je suis quand même frappé par une chose, si vous voulez, c'est que à l'évidence, la tendance lourde, c'est que le temps de travail a baissé. Et c'est certainement tant mieux. On peut faire d'autres choses. Deuxièmement, l'ubérisation ne changera pas le fait que vous aurez quand même besoin de gens pour faire les paquets. Il y aura des tâches. Il y a des tâches matérielles. La vie ne peut pas se dérouler simplement dans le virtuel. Donc il y a des tâches matérielles, physiques, qui impliquent des corps, qui vont devoir continuer. On a besoin d'étagères. Et ben il faut des menuisiers pour les construire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le lien victimaire que nous avons pratiquement tous. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des travaux moins intéressants que d'autres. D'ailleurs, ce serait peut-être bien de valoriser l'effort à l'école de façon à ce que les gens puissent avoir accès à des travaux plus épanouissants, au lieu de leur dire toute la journée qu'ils sont des victimes de la violence pédagogique. Si on leur apprenait un peu à se concentrer et à bosser, ce serait peut-être mieux. Mais ce qui me frappe, c'est que plus personne ne se dit une chose qui me paraît simple, aussi, c'est que le travail, même s'il n'est pas marrant, c'est deux choses. C'est l'autonomie, c'est-à-dire que ça, c'est une dignité en soi, de subvenir à ses besoins, ou à ceux de sa famille, si vous voulez, ou de... Sans compter sur la collectivité. Et le lien social. Voilà. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que des dames, comme celle de Verbaudet ou d'autres usines, pleurent quand leur usine ferme? Moi, je me rappelle de dames qui étaient dans une usine de poulet. C'est horrible, une usine de poulet. Ça sent mauvais, c'est affreux, c'est horrible. Elles pleuraient pourquoi? Parce que c'est leurs copines, leurs copains, leur vie sociale. C'est le moyen aussi de sortir, d'échapper à l'enfermement parfois qu'est le foyer. C'est quand même... Donc... Arrêtons, si vous voulez, d'avoir une vision aussi, de dire ah bah oui, il y a des travaux, effectivement, qui sont moins marrants que d'autres. Non, mais moi, chère madame, moi, j'ai pas de souci. Le travail, c'est l'émancipation. Mais je vais vous donner un exemple précis. Quand j'ai travaillé sur Action Cœur de Ville, la place des maisons de santé, des médecins de ville, on a connu certainement sur le plateau le médecin de famille qui pouvait travailler 80 heures le samedi, le dimanche, les urgences. Oui. Ce qu'on a fait aujourd'hui, et ce n'est pas une critique, c'est que les nouveaux médecins qui arrivent sur le marché vous disent simplement je ne veux pas sacrifier ma vie de famille à ma vie professionnelle. Et ça veut dire qu'un médecin de famille aujourd'hui est remplacé par 2 médecins. Et là, la classe politique doit avoir cette réflexion sur cette nouvelle relation. Et il ne faut pas dire que la génération qui arrive est plus feignante. L'ubérisation est intéressante. 50% des métiers seront ubérisés. Et on aura besoin, Elisabeth,
diabète d'humaine. C'est moi qui vous le dis. Oui, on n'a sûr. plus d'humanité. Aujourd'hui, je porte une loi, moi, sur la médiation sociale. Comme les gens se parlent plus, il faudra bientôt qu'on a des médiateurs dans le couple, dans la famille, quand on va chez son avocat. Moi, j'aimerais bien un médiateur entre moi et moi. Philippe David, qui est un grand communicant, aura besoin peut-être de Patrick Vignal de la négociation avec ses enfants ou quand il mange des tartes aux fraises. On a perdu ce côté humain. Et donc, je crois que nous, on doit, ce que disait Olivier, on doit anticiper cette nouvelle relation. Et je crois franchement que les Français, dans leur ensemble, veulent travailler. Vous parliez, Elisabeth, du RSA. Moi aussi, je me dis qu'il y a 80% des gens qui sont au RSA. Je pense souvent à des femmes seules avec 3 gosses. Que le mec s'est barré lâchement. Celle-là, je ne vais pas lui demander de faire 20 heures par semaine. Celle-là, je vais essayer d'y faire une formation pour qu'elle soit autonome, pour qu'elle s'émancipe, pour qu'elle puisse élever ses enfants. Des solutions de garde pour Patrick, ses enfants. bougez pas, on va faire réagir Jean-Noël, notre vraie voix auditeur. Qui est entrepreneur. Jean-Noël, c'est un sujet qui vous concerne, ce partage. Oui, ça me concerne à juste titre parce que j'ai 3 collaboratrices et j'ai une petite société. Et c'est vrai que quand on arrive à l'IS, on arrive au bilan, et j'étais au bilan pas plus tard qu'hier avec mon expert comptable, qu'on paye l'IS et qu'on voit qu'au niveau salaire, si on augmente, parce qu'on ne peut pas trop augmenter, on sort d'un Covid, on rembourse un PGE, on rembourse les charges sociales qui ont été suspendues pendant 2 ans mais sont provisionnées. Des petites sociétés, c'est très compliqué de pouvoir augmenter des salaires avec les charges que nous avons. C'est pas évident. Alors c'est sûr que personnellement, j'ai une petite société, mais après, on prend des sociétés un peu plus grosses qui ont plus de chiffre d'affaires, qui ont plus de latitude pour pouvoir augmenter et jouer un petit peu avec les bilans. Et je parle pas un peu des multinationales avec le siège social, s'il est en France ou pas en France, où on peut optimiser. Alors là, c'est encore autre chose. Et par rapport au travail, oui, il faut donner d'avoir envie aux collaborateurs ou à la collaboratrice de pouvoir s'impliquer dans cette société. Elisabeth Lévy a tout à fait raison, quand une usine ferme, qui perdent leur emploi, et des gens qui ont passé 30 ans ou 25 ans dans une société sont complètement meurtris et complètement déboussolés par rapport à tout ça, et je les comprends. Mais nous, en France, pas qu'en France, même en Europe, on a un petit peu cassé ce mode de travail qui avait de la valeur travail. Aujourd'hui, c'est par rapport à certaines personnes. Vous en avez M. Vignal, qui est député, je vais lui répondre un petit peu quand même. Il y a des gens qui sont RSA, qui veulent rester au RSA, qui veulent pas travailler parce que vous avez des gens, vous avez toute une filière qui, en restant un petit peu à la maison, gagne pratiquement autant, si ce n'est plus, sans aller travailler. Et là, par contre, il y a un gros problème. Et l'autre, pour M. Vignal aussi, pour lui répondre, au niveau de nos politiques sur cette réforme des retraites, que je en dise un petit mot quand même, le premier acte qui doit se faire, c'est pour nos élus politiques, nos sénateurs et nos députés, la retraite, il faut la revoir. On va commencer par les élus. Jean-Noël, vous parlez des gens qui sont au RSA. Il y a aussi des gens qui sont au RSA qui ne veulent pas travailler parce qu'ils savent que sans diplôme, sans expérience, ils feront des boulots qui sont... Voilà. Très mal payés. Et ça, c'est aussi un souci. C'est-à-dire qu'il faut leur donner envie aussi. Il faut leur donner envie de sortir du RSA et de leur proposer des dignités de travail et des vraies expertises. Et une formation. Tout à fait, mais vous avez aussi, moi je connais un plombier en Corse du Sud, il a 7 000 € par mois. Oui. Vous voyez, et il y a des métiers d'artisanat qui gagnent mais qu'il faut revaloriser parce que ce sont des métiers d'avenir. Tout à fait, ils sont revalorisés, c'est un métier revalorisant. Et tout le monde ne peut pas être Bac+5, et puis pour arriver sur des marchés de travail à 1 700, 1 800 € par mois. Patrick, je voudrais revenir vers vous très vite. Allez-y. Comment faire lorsqu'on sent un tempérament réactionnaire pour que la nostalgie pour hier ou des valeurs, des vertus, des comportements, un état des pouvoirs semblait exemplaire? Comment faire pour supporter le présent quand on est un député? Non, mais moi, je vais être clair. Je suis comme Jean-Noël, chef d'entreprise. Moi, j'ai 4 ou 5 salariés. Je suis conscient d'une chose. En ce moment, on marche sur la tête en France. Tout cela parce que on a peut-être une partie de la classe politique qui est dans l'indécence, mais c'est une petite partie, Jean-Noël. L'ensemble des élus a envie de faire bien. Un mot sur les retraites. Depuis 2017, les parlementaires se sont mis au régime général. Les sénateurs, c'est pas le cas. Il faut qu'ils y viennent aussi parce que pour pouvoir porter
des politiques publiques, il faut être soi-même transparent. Mais le vrai débat qu'on a, et on ne pourra pas faire progresser, cher Philippe, la société en disant celui qui est au RSA ne veut pas travailler. Mais moi, j'ai eu des gens dans mon club qui m'ont dit, écoutez, monsieur Vignal, seul avec 2 enfants, le RSA plus le complément, je gagne autant que si je travaillais à Intermarché, à arriver à 5 heures du matin jusqu'à 10 heures, revenir de 4 heures à 20 heures pour 1100 €. Donc, il y a ce que je dis tout à l'heure, c'est le vrai débat entre le travailleur presque pauvre au SMIC à 1400 € et la personne seule avec 2 gamins qui gagne 1200. C'est cela qu'on doit revoir de fond en comble, mais pas sans arrière-pensée politicienne. Et malheureusement, en France, vous voyez ce qui se passe. Tout le monde est déjà à 2027. Donc nos collègues de la NUP, c'est Jean-Luc va gagner les élections, ceux de Marine, ça va être Marine, notre ami Ciotti, Vauquier, Xavier Bertrand. En fait, nous les politiques, on ne prend pas le temps de régler les problèmes, on règle trop nos comptes. C'est ça. Ce que je voudrais dire. Très belle formule. Merci beaucoup Patrick Vignal d'avoir été avec nous, député Renaissance de l'Hérault. Merci beaucoup Jean-Noël d'avoir été avec nous. Vous restez, on reste ensemble encore jusque pendant quelques minutes. On revient dans un instant. On fait une petite pause. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. C'est les vraies voix avec vos appels 0826 300 300. Et Claude est avec nous. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Bienvenue. Une réaction Claude. Eh bien écoutez, j'ai écouté et ce matin et ce soir votre émission avec la proposition du gouvernement de demander aux entreprises qui réalisent 1% de bénéfices aux petites entreprises qui réalisent 1% de bénéfices aux très petites entreprises jusqu'à 10 salariés, je crois, et de distribuer s'ils font des bénéfices à hauteur de 1%. Alors je dois dire que je suis stupéfait parce que j'ai moi-même une entreprise, je distribue des participations sur nos bénéfices à hauteur de 15% de nos bénéfices à tous les salariés. Mais je dois dire que de vouloir distribuer 1%, c'est d'un ridicule. Ah non, c'est pas distribuer 1%, c'est pour les entreprises qui en font plus de 1% de résultats pendant 3 exercices consécutifs. Mais quand avec une boîte vous faites 1% de résultats, on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement profitable. Mais je crois que c'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors, on devrait dire, lorsqu'elles font 10% de résultats, elles peuvent distribuer. Mais en dessous de 10% de résultats, plus de 1%, c'est pareil que 1%. Hein. À 2%, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une situation ubuesque. Comment on peut sortir une chose pareille sans avoir consulté les gens qui sont compétents en la matière. Plutôt que de dire, Claude, on aurait pu te dire, voilà, vous distribuez et 50% sont défiscalisés pour les entreprises ou un truc comme ça. Ça aurait été plus simple, non ? De toute façon, c'est défiscalisé puisque ça vient en déduction du bénéfice. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, oui, si vous distribuez, ça va en déduction du bénéfice. Oui. Voilà, je voulais faire une proposition. C'est pas défiscalisé pour ceux qui la reçoivent. Non, c'est sûr. Non, mais c'est pas grave. Bien essayé, c'est tellement bonne qu'elle a été appliquée. C'est important. N'hésitez pas à intervenir sur débat fiscal. Cécile, le problème, c'est que c'est pas défiscalisé pour celui qui la reçoit. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors, si vous avez un problème pour votre déclaration d'impôt, vous appelez donc Cécile de Minibus. Quel numéro ? Le 0826 300 300. Merci beaucoup Claude. Merci beaucoup Claude. Merci de nous avoir appelés. Et merci Olivier d'Artigol de m'avoir humilié publiquement devant ma famille, mes amis. Et cette France qui m'attend chaque jour à partir de 17h. Merci Philippe Bilger, merci Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Merci à vous les amis. Rappelez-moi votre nom, Olivier d'Artigol. Pour solde de tout compte. On vous attend à la compta. Allez, merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant, les entreprises responsables. On va vous parler de labels, on va vous parler d'entreprises éco-responsables, on va vous parler du café. Vous allez voir le café. En tout cas, tout ce petit monde qu'on va recevoir tout à l'heure va dans le bon sens, en tout cas de l'éco-responsabilité. On revient dans un instant. À tout de suite.